Le journal de Mediafrique News débute chez vous. Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous de l'information générale sur le continent ainsi que le reste du monde. Voici les titres. La ville de Sfax est sous haute tension, rien ne va plus entre les Tunisiens et les migrants. En Côte d'Ivoire, quelques infrastructures devant servir pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations n'ont toujours pas été livrées, et ce, à moins de 6 mois du début de la compétition. On débute avec le Sénégal. Le bras de fer continue entre les autorités sénégalaises et le camp de l'opposant Ousmane Sonko. Dernier épisode en date, l'arrestation mercredi du numéro 2 du PASTEF, Birame Souleye Diop, après qu'il ait tenu des propos diffamants, selon le pouvoir de Dakar, à l'égard du chef de l'État sénégalais et de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. 2 jours après la prise de parole du chef de l'État sénégalais annonçant sa non-candidature à la prochaine élection présidentielle, le camp Ousmane Sonko ne semble décidément pas rassuré, à en croire les déclarations polémiques du député et numéro 2 du PASTEF, Birame Souleye Diop, qui lui ont valu une arrestation. Au cours d'une conférence de presse mardi, le député et président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi a en effet mis en garde des potentiels candidats de l'APR, parti politique de Macky Sall, face à leur possible élimination physique par le chef de l'État sénégalais. J'avertis les prochains candidats de l'APR. Évitez de manger chez lui. Évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire, comme nous n'avons plus de candidats, je reviens, et de le faire à la Ouattara. Prenez garde. En dressant ce parallèle, il accuse donc directement le chef de l'État ivoirien d'être à l'origine du décès de son ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné pour représenter le parti aux élections présidentielles de 2020, après qu'Alassane Ouattara avait affirmé qu'il ne se représenterait pas. Selon le député sénégalais, Macky Sall pourrait ainsi orchestrer un tel scénario en vue de finalement se porter candidat, des propos qui n'ont décidément pas plu aux autorités sénégalaises, et ce malgré les excuses formulées par l'intéressé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. À la suite de son arrestation, l'avocat du député a fait savoir que son client est poursuivi pour, je cite, « diffamation commise par un membre de l'Assemblée contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État » et pour, je cite encore, « discrédit sur une institution de la République ». Il faut dire qu'avec le discours de Macky Sall, la pression est remontée de plus belle à Dakar entre le PASTEF et l'exécutif sénégalais. Le président de la République a d'ailleurs lui-même donné le ton puisqu'il a eu des mots très durs à l'égard de son opposant, en promettant fermeté face à ceux qui veulent porter atteinte à la stabilité du Sénégal, un message à peine voilé à Ousmane Sonko, qui est toujours frappé d'inéligibilité et dont la principale préoccupation du moment est de parvenir à se présenter à l'élection présidentielle de février prochain. Au Gabon, c'est un véritable coup de tonnerre que vient de réaliser Jean-Boniface Assélé, le président du Centre libéraux réformateur et par ailleurs oncle du président sortant Ali Bongo Ondimba. En effet, ce dernier a annoncé officiellement sa candidature ce jeudi 6 juillet à Libreville devant la presse nationale et internationale. Pierre Essonozué pour Mediafrique News. Le président du Centre libéraux réformateur et oncle de l'actuel chef de l'État gabonais, Jean-Boniface Assélé, sera opposé à son neveu lors de la présidentielle à venir. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration faite devant la presse nationale et internationale ce jeudi 6 juillet. Ce dernier a indiqué être candidat à l'élection présidentielle d'août prochain. Au cours de sa déclaration de candidature, le président du CLR dit vouloir mettre fin à l'usurpation qui règne désormais au sommet de l'État. Notre pays traverse l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Je voudrais vous poser 3 questions simples. Est-ce que le Gabonais vit bien? Est-ce que le Gabonais est libre? Est-ce que le Gabonais est heureux? Pourquoi ces questions? C'est parce que nos ennemis n'ont pas de visage. Cependant, il y a des traces pour les reconnaître. Chers compatriotes, vous présentez la situation de façon simple
Retenez que notre pays est dirigé par certains membres de l'entourage du président de la République depuis sa maladie subite à l'étranger en 2018. La maladie ne prévient pas. Et quel que soit notre rang social, la maladie reste un moment d'extrême fragilité. C'est profitant de cette période de fragilité du président de la République que des individus véreux et connus de tous ont choisi le moment de prendre sournoisement le contrôle de notre pays. Pour ce général des forces de police à la retraite, le Gabon serait désormais aux mains des étrangers. Ce dernier souhaite donc restaurer la souveraineté. L'ancien ministre de Omar Bongo invite les Gabonais à un sursaut patriotique. Ce grand remplacement s'opère à la présidence, dans le gouvernement, à la mairie centrale de Libreville, ainsi que dans certains secteurs de souveraineté. Les étrangers prennent discrètement le contrôle des postes à la place des Gabonais. Les images qui défilent montrant un président de la République hyperactif et présent sur tous les terrains ne sont que l'arbre qui cache la forêt des souffrances qui attendent les Gabonais dans les prochains mois. Je pense que le moment est venu de défendre la patrie. Selon plusieurs observateurs de la vie politique gabonaise, cette décision du natif d'Akéni était prévisible après les humiliations qu'aurait subies l'oncle du président gabonais de la part du cercle restreint de ces derniers. Un fait qui serait l'élément motivateur de celui qui est affectueusement appelé tonton associé. Notons tout de même que le CLR de Jean-Boniface Asseli était jusqu'au 24 juin dernier un soutien de poids pour la majorité présidentielle. La Chambre haute du Parlement éthiopien a voté ce mercredi 5 juillet, à l'unanimité, la création d'un 12e État régional appelé Région d'Éthiopie du Sud, une décision qui intervient après un référendum dans le sud du pays. C'est considérant le désir exprimé lors du référendum dernier par les 6 zones et 5 districts spéciaux qui jadis étaient intégrés dans la zone des nations, nationalités et peuples du Sud que la Chambre de la Fédération a accepté qu'il s'organise en un nouvel État régional. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la Chambre haute dans un communiqué ce mercredi 5 juillet 2023. Ces 6 zones et districts formeront donc la région d'Éthiopie du Sud. Poursuit la Chambre sans tout de même préciser que les modalités et délais de cette organisation à venir. Les habitants des 10 zones concernées avaient été appelés à se prononcer le 6 février dernier par un référendum sur leur regroupement au sein d'une nouvelle région. Le résultat avait été largement favorable. Cependant, des résultats avaient été annulés pour des raisons d'irrégularité dans des zones, notamment à Oliata. Le scrutin avait donc été réorganisé le 19 juin. Au final, le résultat demeure sans appel. Soulignons que l'article 47 de la Constitution autorise chaque nation, nationalité ou peuple appartenant à l'un des États régionaux à former à n'importe quel moment son propre État régional sous réserve d'organisation d'un référendum et d'un résultat favorable. Rappelons que la région d'Éthiopie du Sud est la 3e région à voir le jour depuis qu'Abiy Ahmed dirige l'Éthiopie, après le Sidama en 2020 et la région d'Éthiopie du Sud-Est en 2021. On le disait en titre, en Tunisie, des migrants à nouveau en danger. Depuis plusieurs jours, ils sont nombreux à quitter la ville de Sfax du fait des harcèlements qu'ils subissent de la part des Tunisiens. Une situation qui inquiète de plus en plus les ONG. Sierra-Léonais, Béninois, Ghanéens, Camerounais ou encore Nigérians, tous affluent depuis 3 jours maintenant à la gare de Sfax en Tunisie. Ils veulent quitter une ville dans laquelle ils disent ne plus être en sécurité. Chassés de leur habitation, de leurs emplois souvent précaires, dépouillés de leurs biens, ces migrants errent dans les rues et tentent de trouver refuge partout où ils le peuvent. Plusieurs ONG internationales et tunisiennes dénoncent la violation des droits humains dont sont victimes les personnes migrantes, demandeuses d'asile et réfugiés et demandent aux autorités tunisiennes de donner des clarifications sur ces faits et d'intervenir en urgence pour assurer une prise en charge de ces personnes.
Rappelons que depuis le lundi 3 juillet, la ville vit au rythme des manifestations et des affrontements entre Tunisiens et migrants subsahariens après qu'un Tunisien ait été mortellement poignardé au cours d'une bagarre. En Afrique du Sud, particulièrement dans la région de Gauteng, 17 personnes ont perdu la vie des suites d'une intoxication à l'oxyde de nitrate. Une découverte macabre a ébranlé le quartier minier de Boksburg dans la nuit du mercredi à jeudi. C'est dans l'effroi que les populations de Boksburg, une ville minière proche de Johannesburg, se sont réveillées au milieu de la nuit de mercredi à jeudi. Et ce, après la découverte de plusieurs corps sans vie. Les autorités locales ont annoncé que 17 personnes, dont 3 enfants, auraient trouvé la mort. Situé au pied d'une mine désaffectée, Boksburg est un bidonville traversé par une rue en terre bordée de cabanes en tôle. Selon les premiers constats, les secouristes suspectent que ce drame est dû aux fuites de bouteilles de gaz utilisées par les mineurs illégaux. Appelés autour de 20 h, initialement pour ce qui semblait être une explosion, les services d'urgence ont constaté qu'il s'agissait d'une fuite de gaz. Une bouteille d'oxyde de nitrate a été retrouvée sur les lieux du drame après le quadrillage de la zone touchée par les secouristes et les policiers. À notre arrivée, nous avons trouvé des dizaines de personnes étendues dans toute la zone en raison de l'inhalation du gaz. Il s'agit d'une fuite de gaz qui provient très certainement des activités illégales des Amazama dans l'une de leurs habitations. Nous n'avons toujours pas guéri de la dernière explosion de gaz. C'est un jour très triste pour les habitants de Boksburg et des Kuruleni. Nous espérons que le nombre de morts ne va pas augmenter et que les recherches, bien sûr, ont lieu dans d'autres habitations, dans d'autres cabanes ou maisons, afin que nous puissions voir s'il n'y a pas des victimes à l'intérieur des maisons. Fin papier. Rongée par un chômage endémique, l'Afrique du Sud compte de milliers de mineurs illégaux surnommés Zamazama, littéralement ceux qui essaient et essaient encore en langue zoulou. Ils vivent souvent dans des bidonvilles pour exploiter des mines abandonnées qui ne sont plus souvent assez rentables en tentant d'en tirer quelques restes de métaux précieux. Cet incident est un drame de plus dans cette banlieue qui a endeuillé plusieurs familles. On revient au Sénégal. À Dakar, les chercheurs et autres acteurs du domaine scientifique se sont réunis au musée des civilisations noires dans la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Au centre des échanges, les questions liées au réchauffement climatique et au développement durable. Célébration ce jour à Dakar de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, édition 2023. C'est sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que les scientifiques et techniciens du Sénégal se sont retrouvés à l'auditorium du musée des civilisations noires autour du thème « Transition climatique et développement durable en Afrique ». C'est l'occasion annuelle que nous avons d'entrer en communion avec notre environnement, avec nos partenaires, avec les bénéficiaires de nos résultats, pour discuter de l'état d'avancement, des connaissances dans certains secteurs. Cette année, c'est dans le domaine des changements climatiques, de discuter des questions d'ordre social, économique et technique et scientifique. Le changement climatique étant l'une des plus grandes menaces actuelles de la planète, il est donc au centre de l'agenda scientifique, mais également politique et économique mondial. Si ces questions-là ne sont pas adressées, je pense qu'on risque de vivre des surprises, dans le sens où, en fait, ce sont des questions extrêmement complexes et il faut maîtriser énormément de domaines scientifiques pour pouvoir dire quelque chose de très solide. Et donc, c'est le lieu ici de dire que ça va donner une opportunité aux différents experts de pouvoir donner des orientations et aussi de poser des problématiques qui peuvent découler sur des sujets de recherche. Convaincu du rôle déterminant que peuvent jouer la science et la technologie dans le développement du continent, l'Assemblée a tenu à féliciter Dr Rémy Ndioukane pour ses travaux de recherche. Ce genre de réponse-là, ça nous permet encore de viser plus loin. Et voilà, on voit que notre recherche est un peu valorisée. Ça, c'est vraiment des choses qu'on nécessite. Vraiment, souvent, ce genre de choses-là, des rencontres comme ça, qui permettent de faire la visibilité de ce que nous faisons dans les laboratoires, surtout. Parce que souvent,
le labo, après, il faut vulgariser, faire sortir. Donc, c'est ce genre de rencontre-là. Les gens peuvent mettre des défis que nous faisons dans les labos. Pour rappel, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 80% depuis 1970 et de 30% depuis 1990. En continuant sur cette trajectoire, d'ici 2100, l'augmentation de la température moyenne devrait dépasser les 2 degrés Celsius et même atteindre les 5 degrés Celsius. Au Gabon également, Marie-Josée Angué-Zogo, une étudiante en archéologie, mène depuis plusieurs années des fouilles au cœur de la forêt équatoriale gabonaise. Aux côtés de plusieurs de ses collègues, elle y mène des fouilles dans la grotte Yombidi, qui fait désormais partie du patrimoine mondial. Nous sommes à Yombidi et là on va ouvrir nos 2 derniers carrés. On prolonge la fouille du coup de 2022 et celle de 2019 en train d'être réalisée. Elle, c'est Marie-Josée Angué-Zogo, doctorante de 2e année de thèse en préhistoire au Muséum national d'histoire naturelle et de l'Institut de recherche pour le développement, accompagnée de plusieurs professeurs et étudiants d'universités internationales et nationales, tous réunis au sein de l'école de terrain en écologie tropicale Écotrope. La jeune archéologue entreprend des fouilles dans la grotte de Yombidi, à près de 600 km de Libreville, la capitale gabonaise. Découverte en 2016, la grotte est un site archéologique majeur selon les chercheurs. En effet, les fouilles qui y sont faites ont permis de trouver des traces de vie de la faune et de la flore datant de plus de 20 000 ans. Depuis 2019, millimètre après millimètre, à la truelle, au pinceau, les chercheurs évoluent minutieusement entre les couches de terre et trouvent de véritables trésors historiques pour la science, comme des dents de gorille ou encore des graines et des ossements attestant d'une présence humaine sur le site. Des découvertes qui ont valu à la grotte de Yombidi d'être inscrite au patrimoine archéologique de l'UNESCO. Du sport dans ce journal, la Côte d'Ivoire accueille dans quelques mois la Coupe d'Afrique des Nations de football dans sa 34e édition. Mais selon les dernières informations relatives aux infrastructures devant abriter cet événement, rien ne serait encore prêt. Selon le cahier de charge de la Confédération africaine de football, les infrastructures relatives à la CAN 2023 devaient être présentées au plus tard le 30 juin dernier pour respecter les délais de restitution 6 mois avant la compétition. Cependant, la partie ivoirienne n'a pas honoré sa part du contrat. Les clés des stades de la CAN 2023 n'ont pas été remis à la CAF comme convenu. Et si les stades n'ont pas été livrés, c'est parce qu'un bon nombre n'a pas encore été homologués. En effet, les stades de Yamoussoukro et Bouaké ont été homologués respectivement le 3 juin 2022 avec le match Côte d'Ivoire-Zambie lors de la première journée des éliminatoires de la CAN et Côte d'Ivoire-Comores du 24 mars 2023, quelques jours avant la 3e journée de ces mêmes éliminatoires. Par contre, les 4 autres enceintes, à savoir le stade des Bempé, fermé il y a 2 ans pour des travaux concernant sa pelouse, celui de San Pedro, celui de Korogo et le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau, surnommé Félicia, ne sont pas encore totalement achevés, donc pas prêts d'accueillir des rencontres d'envergure internationale. Pour y remédier, la Fédération ivoirienne compte tester ces stades dans les mois à venir en accord avec l'Office national des sports, le Bureau national d'études techniques et de développement et le COCAN. Il sera question pour ces entités de faire jouer un des matchs des éliminatoires de la CAN dont la dernière journée aura lieu en septembre dans l'un des sites ou encore jouer un match amical et des rencontres du championnat national de football. Rappelons que c'est près de 760 millions d'euros, environ 528 milliards de francs CFA qui ont été investis pour cette CAN dite chocolatée prévue pour janvier 2024. En RDC, à 23 jours du début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, certaines infrastructures ne sont pas encore prêtes. Ce retard serait dû à des inquiétudes sur le plan sécuritaire et sanitaire. Résultat, le retrait d'un État participant et la réduction des effectifs de certaines. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes aussi bien du côté des participants que de l'organisation à 23 jours du début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Certaines infrastructures ne sont pas encore prêtes. Il s'agit notamment du stade Tata Raphaël et de Martyrs qui doivent recevoir les épreuves sportives ou encore du village de jeux implanté à l'université de Kinshasa. Ce retard dans les infrastructures mélangé à des inquiétudes sur la sécurité ou la santé produit comme conséquence le retrait jusqu'ici d'un État participant et de la réduction des effectifs de certains. Le Québec ne participera pas, le Nouveau-Brunswick a sensiblement réduit sa délégation à plus de 50% et la Fédération Wallonie-Bruxelles ne prendra pas part aux épreuves sportives.
Le comité national de ce jet ne cesse de rappeler et d'insister que cet événement aura bel et bien lieu dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août prochain. Cet événement est censé recevoir plus de 3600 athlètes et artistes de l'espace francophone venant des 40 États membres du gouvernement. L'arrivée de première délégation à Kinshasa est prévue pour le 13 juillet. Des brèves dans ce journal, le nouveau réseau social Threads a atteint 30 millions de comptes jeudi, moins d'une journée après son lancement par le géant américain Meta pour rivaliser avec Twitter, même si le service n'est pas accessible en Union européenne. Sur Threads, nombre de célébrités comme Jennifer Lopez, Shakira et Hugh Jackman ont déjà ouvert des comptes, de même que Netflix ou le Washington Post, Reuters et The Economic. Les coupeurs de tête d'anciens guerriers espèrent ne pas tomber dans l'anonymat. En Inde, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, les guerriers cognacs qui souhaitaient se démarquer de leur père devaient trancher la tête de leurs ennemis. De nos jours, les derniers témoins de cette époque révolue sont empreints de nostalgie, trouvant parfois la génération actuelle privilégiée. Les cognacks ont été les derniers à abandonner la pratique ancestrale consistant à trancher la tête de leur ennemi dans cette région isolée, vallonnée et densément boisée, proche de la frontière avec la Birmanie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas nos différents rendez-vous avec nos flashs 9h, 13h et 18h sur nos plateformes numériques. L'actualité continue sur Mediafrique News.